Bonsoir. De retour sur sa terre natale, Laurent Gbagbo s'adresse aux populations. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Que doit-on retenir de ce discours? Eh bien, vous le saurez tout à l'heure. Bientôt, les élections pour la présidence du conseil d'administration de la Mutuelle Générale des fonctionnaires et des agents de l'État. Et à ce propos, nous recevons ce soir M. Zadi Gnagna Théodore. Il est le président de la centrale plateforme nationale, le candidat de la liste Maturité, Unité, Renaissance, donc au cours de ces élections. Vous le savez, ici, on analyse, on débat, on décrypte d'informations comme vous l'avez toujours souhaité. Bienvenue dans notre Live Talk. Oyez, oyez, bonsoir à vous, bonsoir à tous, merci d'être en notre compagnie. Bienvenue dans notre Live Talk, eh bien, ce rendez-vous où me disait mon cher André Bois, où s'expriment, s'entrechoquent les idées, les diversités. Et nous, on est très heureux d'être chez vous à la maison tous les soirs. Et on est encore plus heureux de vous savoir chaque jour, plus nombreux à nous regarder, ça nous fait plaisir. Bonsoir Monsieur Kouachi, comment allez-vous? Bonsoir, bien merci. merci. Content de vous voir tous les soirs. Monsieur Bois, comment allez-vous? Ça va plutôt bien, merci de m'inviter. Après la tunique, vous avez remis les voilà, il faut revenir au plus classique. Et aux fondamentaux. De la tenue du journaliste. Voilà, c'est ça. Bonsoir Madame Bleu. J'adore ta veste. Ah, ok. En rayure en plus. Ouais. Bonsoir Brice. Bonsoir Madame Bleu. Dites rien sur la tenue. très jolie tenue. Ouais, le choix des couleurs, tu vois. Tout à fait. Toujours un peu de bleu. Ouais, de l'arc-en-ciel également et tout. Très bien, vous êtes magnifique Madame Bleu. Ouais, toujours. Comme toutes les femmes qui nous regardent ce soir, eh bien, bonne pensée, jolie pensée pour vous. On vous aime, femmes. Bon, ceci dit, l'essentiel de l'actualité, les points saillants, c'est maintenant, et c'est dans notre Live Actu. Il est question eh bien, du président Laurent Gbagbo, donc l'ex-président Laurent Gbagbo, eh bien, qui s'est exprimé depuis son village natal. Eh bien, il donne de la voix, dénonciation de son transfert à la CPI, Alliance FPI-PDCI. Hommage à Nadi Bamba, Madame Bleu, en détail. Qu'a-t-il dit? Par rapport à Nadi Bamba, parce que je pense que c'est ce point-là qui vous intéresse certainement. Pour faire un petit sourire, on a découvert deux sorciers qui discutent la nuit à Souadou. Et... Effectivement. Oui, donc c'était un échange qui a duré plus de 35 minutes. Et ce qui m'a surtout marqué, on le disait fatigué, surtout à son arrivée. Mais finalement, on a vu un Laurent Gbagbo qui est resté debout. Il s'est mis derrière sa chaise, la chaise qui lui avait été prévue, et il est resté debout pendant cette allocution, ce discours, cet échange. Il est resté 35 minutes debout, sans se fatiguer. Et ça m'a franchement impressionné pour cette personne qui a beaucoup vécu des situations difficiles. Maintenant, concernant le contenu de cet échange qu'il a eu avec les chefs traditionnels et avec les habitants de la localité dans laquelle il était en visite. Donc principalement, ça a tourné autour de sa vie, de son transfert à la CPI, de sa vie au sein de la prison et surtout des échanges qu'il a eus avec les différents témoins qui se sont succédés à la barre. On a eu beaucoup d'anecdotes assez on va dire, ironiques et parfois un peu drôles. C'est un peu le style Laurent Gbagbo. C'est du Laurent Gbagbo, il est très volubile en général et ça peut gêner. D'avoir autant de détails sur ce qui s'est passé, mais il n'a pas manqué de préciser qu'avec même certains témoins, certains ne le connaissaient pas, certains même après les séances venaient le voir pour discuter avec lui, pour rigoler avec lui. Il était dans son village à Mama. Effectivement, il était dans son village à Mama et il s'est également prononcé sur l'alliance que certains détracteurs pourraient penser contre nature entre le FPI et le PDCI. Et il nous a dévoilé l'amitié que je mettrais en griffe, en tout cas la relation entre Guy Kaoué, donc Guy Kaoué et Assoadou.
Pour ce que vous venez de dire, là, est-ce qu'il n'est pas déjà trop tôt pour parler d'alliance? On parle plutôt de rapprochement déjà? Il faut parler Bon, d'amitié. après, l'alliance a toujours un Pas parler but. d'alliance, mais d'amitié. Oui, je l'alliance pense. a toujours un but. On peut parler Mais d'amitié. parce que pour le citer, lui, il a parlé plutôt du rapprochement entre nos deux partis, du rapprochement. Oui, mais on a une alliance pendant l'élection présidentielle et même également pendant les législatives. Ça s'est législatives, poursuivi. Donc, une alliance sert toujours un but. Après, rapprochement, tout ça, c'est du français. Mais derrière, en tout cas, il a tenu à souligner ce rapprochement, cette relation entre ces deux personnes, donc du FPI et du PDCI, Assoadou et Gikawe. Et il a également fait cette petite remarque. Je suis heureux de le voir, donc parlant de Gikawe, de le voir aux côtés de son frère et ami Assoadou. Ils sont ensemble. Ce sont les deux sorciers. Ce sont eux qui discutent la nuit. Bon, ça a fait rire un peu l'assistance. Et enfin, ce que vous avez appelé hommage à Nadi Bamba, bon, ce que la presse a retenu, j'ai même vu la une du Fratmat d'aujourd'hui qui s'est intéressé encore à cette histoire d'hommage à Nadi Bamba, où il a tenu à remercier donc celle qu'il appelle sa petite femme. Il a tenu à la remercier surtout parce que pendant son exil, elle était présente, elle s'est occupée de lui et également de ses co-détenus, dont Charles Taylor et Jean-Pierre Bemba. Donc elle a été présente pendant tout ce moment et je pense qu'il a surtout tenu à la présenter officiellement au chef du village et aux habitants de sa localité. Un peu comme quand on présente à sa famille la femme qu'on aime. Donc je l'ai pris de cette manière. Après, est-ce que c'était le moment pour ça? C'est à voir, c'est à discuter. Mais moi, je dirais qu'il a un programme. Il est venu d'abord, la toute première fois, il s'est adressé d'abord aux membres de son parti, qu'il n'a pas vu depuis 10 ans. Ensuite, il s'adresse à ses parents, donc à son village. Et peut-être qu'enfin, il s'adressera à la nation, parce que je sens que tout le monde est impatient de l'écouter sur ce point. André, comment vous appréciez ces propos de Laurent Gbagbo? C'est un peu sur la fin de ce que dit Edith. Il déroule donc son agenda à lui, qui est de commencer par parler justement à des catégories de personnes. Mais en même temps, bon, voilà, les médias sont là, il y a les réseaux sociaux à côté, donc tout ça est su de tous. Donc finalement, tout le monde est témoin de tout ça. Moi, pour l'heure, je pense que d'un point de vue purement politique, il revient simplement dans le jeu politique, ou en tout cas il envoie le message qu'il est toujours dans le jeu politique. Et là, Edith a bien fait de le souligner. Beaucoup ont pu douter de son état physique ou des choses comme ça. Et il a démontré là qu'il était, et comme lui-même l'a dit, il était toujours au combat et qu'il fallait vraiment compter sur lui pour porter le flambeau sans doute de son camp politique. Mais enfin, on voit qu'il est en train de placer des pions pour envoyer des messages concernant, en tout cas, sa disponibilité ou bien ses dispositions à être au combat. Avec vous, Serge, on va un tout petit peu parler, hein, j'y pensais quand je préparais l'émission, on va un tout petit peu parler de la forme. Le style vestimentaire, il m'a dévancé sur la forme physique, le style vestimentaire, le style des propos. On retrouve du Laurent Gbagbo. Exactement. Alors, comme André le disait, d'aucuns avaient des doutes sur même sa santé mentale, psychologique, physique, avec la fatigue. On a entendu pas mal de rumeurs ça et là. Mais comme on discutait la dernière fois sur ce plateau, j'avais même émis l'hypothèse, je disais, laissez le monsieur s'installer. Laissez le monsieur aller voir ses parents, laissez le monsieur faire son deuil. Pour les politiques, vous aurez l'occasion, je pense, d'entendre Laurent Gbagbo, fin politicien qu'il est, et je pense qu'il nous a fait une belle béquille tout à l'heure quand Edith l'énonçait dans son discours de plus de 35 minutes lorsqu'il a fait cette petite allusion avec cette petite boutarde entre les deux sorciers en parlant un peu de cette alliance. Donc je pense que déjà pour les politiques, il les a contentés un peu parce qu'il vous dit « je suis là ». Je reviens dans l'arène et je vous annonce même déjà, de toute façon ce que vous voyez déjà, mais je le confirme, cette alliance entre mon parti et le PDCI. Maintenant, pour ce qui est de son style vestimentaire, on le connaît de toute façon, et de son éloquence aussi au micro, on a véritablement retrouvé
Laurent Gbagbo qui arrive à faire rire toute une assistance, qui arrive à sortir des messages et pour ceux qui savent lire entre les lignes, des doubles messages. En tout cas, c'est plaisant à voir. Il n'avait Ça pas de prouve que- fiche, il n'était pas Non, dans il un a- discours il est- fiche. rien, en général, en improvisation. c'est un homme politique sans fiche en général. Ouais. Laurent Gbagbo, il s'exprime directement à son auditoire sans avoir besoin de béquilles, donc de papier. Et en général, il peut peut-être même aller même au-delà Ouais. du temps imparti. On l'a certainement ressenti parce que 35 minutes, c'était quand même assez, En tout cas, assez moi, je l'ai long. trouvé très en forme. Ouais, Je l'ai trouvé très en forme, oui. Par contre, petit bémol. Pour moi, en tout cas, hein, et si vous me permettez de donner mon point de vue sur l'hommage à Nadi Bamba qu'il a présenté selon l'analyse de Edith à sa famille et à son village et qui présente comme sa petite femme, j'ai eu pour habitude de ne pas me prononcer sur ce dossier-là parce que je me dis de toute façon ça requiert de sa vie privée. Mais ce qui me dérange véritablement, c'est que nous soyons dans un pays qui ne légalise pas la polygamie. Mais il n'y a pas de polygamie dans ce cas. Non, Oui. laissez-moi terminer. Aujourd'hui, on est dans un non-dit que tout le monde accepte, que tout le monde entend, mais je trouve que ça n'envoie pas forcément un bon message. Donc pour l'instant, aujourd'hui, si j'accepte de me prononcer sur ça, c'est simplement parce qu'on a eu officiellement une demande de divorce qui est lancée à partir de cet instant. Oui, je peux comprendre qu'on parle et qu'on fasse des hommages d'une femme qui partage notre vie, mais bien avant ça, c'est pour ça que la dernière fois, je vous disais qu'en fait, ça ne requiert que de sa vie privée et qu'on n'avait vraiment pas intérêt à s'étendre dessus. Donc j'avais juste envie de donner mon point de vue sur cette relation qui fait jaser, fait couler beaucoup d'encre, notamment sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve que ça ne donne pas forcément une super bonne image. Après, c'est ce que je disais et André m'a rejoint là-dessus. Il a un plan, il a un programme, on l'a bien compris. Il s'est d'abord adressé à ses partisans lorsqu'il est arrivé. Ensuite, il s'est adressé maintenant à sa famille, à ses parents, à son village. Mais derrière, il le fait pour eux. C'est vrai que la presse l'accompagne. Après, on ne peut pas tout gérer, on ne peut pas tout circonscrire donc, au niveau des réseaux sociaux. Mais il le fait à sa manière. C'est un faux privé. Non, c'est un faux privé. Qui n'est pas Je pense vraiment privé. que lors de son adresse à la nation, de façon officielle, il aura l'occasion certainement de demander, en tout cas de demander pardon à la nation. Et il ne va pas s'attarder sur le cas Nadi Bamba lorsqu'il s'adressera à la nation. Donc il s'adresse à une certaine catégorie de Adresse à la personnes. nation dans quel cadre? Dans le déroulement de son programme. En tant que président de parti, je pense il s'est déjà exprimé. Les journalistes Oui, ont fait le président relais de de tout ce qu'il a parti dit. pour son parti, pour ses partisans. Dans à quel son cadre est-ce que siège. vous l'attendez À dans son une adresse siège. à la nation? Une adresse à la nation, c'est lorsque tous ces discours qu'on a vus entre des boutades, entre des propos, on va dire, un peu ironiques sur sa détention en prison et tout, ne rentreront pas dans le cadre d'une adresse à la nation. Non, mais C'est bien préparé. C'est là où même si on veut tenir cet argument-là, Edith, ça pose problème. C'est pour ça que, bon, après, le président Gbagbo, il a des conseillers, et puis lui-même, bon, c'est un homme politique aguerri. C'est là où je vais sans doute rejoindre Serge là-dessus. Il y a des limites, justement, à ça, parce que chaque prise de parole d'un homme politique de sa stature, C'est une adresse. c'est une adresse quand même Ah, mais à la majorité, forcément. Donc, pour moi, et c'est là où je pense qu'il y a vraiment... cette communication peut être aussi très mal interprétée, ou en tout cas, on peut considérer comme mal gérée. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne me semblent pas être de bonne aloi pour ce que nous vivons en ce moment. C'est vrai que nous parlons de ce qui a été dit à Nadi, mais on revient encore sur cette histoire d'élection, on revient encore sur... c'est vrai que historiquement, on peut en parler, mais il y a un côté aussi un peu ressentiment, on revient encore sur des choses qui, pour ma part, je pensais qu'ils étaient déjà passées et qu'on pouvait maintenant aller vers l'avant pour dire, bon, on est sorti, qu'est-ce qu'on fait, en parlant ensemble pour avancer. Mais on est encore quand même sur des choses un peu anciennes. Oui, mais je pense qu'il a trouve beaucoup que, de choses à raconter quand même en disant il ne vient pas pour se venger, mais il vient quand même pour donner sa part de vérité. C'est vrai qu'il y a eu des livres, il y a eu des articles, mais il vient en tant qu'ancien prisonnier donner sa part de vérité. Et ça, forcément, connaissant le style Laurent Gbagbo, il faut s'y attendre dans les prochaines adresses ou dans les prochaines interviews qu'il donnera. Forcément, il va forcément revenir sur son En tout incarcération cas, comme et tout ce André qui a s'est dit, passé. il a son agenda Oui, bien il a son précis agenda. et il est le seul maître de cet agenda-là. Mais effectivement, tout le monde attendait et tout le monde voyait de bon augure son arrivée
pour qu'il nous adresse des discours qui nous amènent directement vers cette réconciliation tant attendue. Et pour l'instant, je pense qu'il est beaucoup sur la retenue à ce Mais moi, je vous le niveau-là. disais, j'ai vraiment l'impression qu'il... vous savez, vous rentrez, vous avez besoin de mettre un peu d'ordre. Oui, d'ordre. Il a des choses à maison, régler d'abord. Il a des choses à avant de régler au village. s'adresser à la Il a même nation. rencontré, il a demandé pardon au chef traditionnel à un moment donné parce qu'il n'avait pas pu les rencontrer à l'aéroport. Donc, il y Mais a tout ça aurait pu se faire à huis clos ou pas? Parce qu'on nous rappelle, huis on nous clos, rappelle, sachant les personnes au qui micro et devant les caméras des Oui. journalistes que j'ai été un homme politique gênant qu'il fallait écarter. Bon, c'est vrai que effectivement, vous êtes vous êtes acquitté après un long procès qu'il a tourné en dérision d'ailleurs, en disant qu'on s'amusait. Donc on ne s'amuse pas dans une cour de justice, mais il disait qu'on s'amusait selon ses propres termes parce qu'au final, il est acquitté. Est-ce que c'est ce discours-là que les Ivoiriens dans leur ensemble attendent? Est-ce qu'il est conscient que les Ivoiriens aujourd'hui, et je pense qu'il en est conscient, attendent de lui véritablement qu'il pose les jalons de ce discours qui va vers la réconciliation et vers le pardon, plutôt que de revenir sur des boutardes ou tourner en dérision ce jugement de la CPI. Mais pour l'instant, je pense qu'il prend son temps dans son agenda et on reste tout oui et suspendu à ses lèvres en attendant que, comme vous le dites, et en espérant que lors de sa prochaine adresse, on entre véritablement dans le vif du sujet. Bon, pour dites dire plutôt que- le prochain message. pour décrisper Je vais trouver un terme, la prochaine l'atmosphère adresse, le prochain politique. message. Bon, c'était pas forcément la nation, mais bon, il s'exprimera et puis voudra l'entendre qui veut l'entendre. Exactement. Voilà. Et la réconciliation, ce n'est pas une seule personne, c'est plusieurs parties. Donc après, je pense que toutes ces déclarations, il y aura forcément des rencontres. On n'a pas encore vraiment vu le ministre de la Réconciliation nationale. Je pense que peut-être que dans l'agenda de l'équipe de Laurent Gbagbo, cette rencontre est certainement prévue avec tous les autres acteurs politiques. Donc, je pense qu'il y a un processus. Ouais. Il faut juste être patient et Nous sommes suspendus à ses lèvres. regardez le grand politicien, c'est ça André, c'est comme ça que vous dites, l'homme politique Ouais, non, aguerri ouais, qu'il est, aguerri, ouais. L'animal dérouler- politique, oui. ouais, dérouler son agenda et son planning. Pour l'instant, on retiendra, pour ceux qui se posaient des questions sur son appréciation de ce rapprochement PDCI avec le PDCI, il s'est exprimé là-dessus. Et puis, pour ceux encore qui avaient des petits doutes sur sa petite femme, J'ai bien aimé les deux sorciers. voilà des dossiers. d'accord. C'est le style Laurent Gbagbo. Très bien. On va marquer une pause et puis le retrouver juste derrière avec notre invité. Nous sommes en compagnie de M. Zadi Nyanya Théodore. Il est président de la Centrale Plateforme Nationale et candidat de la liste Maturité, Unité, Renaissance à la présidence du conseil d'administration de la MUJFC. Bonsoir M. Zadi Nyanya. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, les élections pour le renouvellement des instances de la MUJFC, c'est dans moins de 3 mois. C'est cela. Et que déjà, vous commencez déjà à dénoncer un tripatouillage du processus électoral. Qu'est-ce qui se passe? Et qui veut aller loin ménage sa monture. À 3 mois déjà. Oui, c'est cela, parce que Qu'est-ce que vous avez constaté? Qu'est-ce qui vous emmène vers cette conclusion? le constat, c'est que le président actuel, qui est en fin de mandat, parce qu'il a son deuxième mandat, donc il ne peut plus postuler à nouveau, a une candidate qu'il présente dans l'ensemble du pays à travers des tournées. Sous le couvert de tournées de sensibilisation, il présente une candidate qu'il adoube en utilisant les moyens de la MUJFC. Et il ne cache pas sa volonté de se réincarner dans cette candidate. Donc ce sont ses propres propos où il dit par exemple qu'il ne sait pas comment nous allons nous arranger pour battre sa candidate. C'est tous ces éléments. ça vous fait peur déjà? Non, pas du tout. Au contraire, ça attire notre attention sur la nécessité de veiller sur ce processus pour ne pas qu'il soit pris en otage par le président. Mais actuel. est-ce que les textes en interne au sein de la MUJFC ne permettent pas de réguler et d'arriver à bout de ce genre de situation où Ou on lui va vous interdisent dénoncer de- ou lui ouais. interdire d'utiliser les moyens de la MUJFC? Parce que c'est vous qui le dites. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est la réalité aussi? Oui, c'est la réalité. Tout le monde le voit. Est-ce que les textes le disent? Est-ce que c'est régulé? Les textes permettent au conseil d'administration de faire des tournées. Ça, c'est Ok. une réalité. Il est au pouvoir, il peut tourner, aller vers les mutualistes. Avec les expliquer. moyens de la MUJFC? Avec les moyens de la MUJFC, il est le président et le conseil peut le faire. La seule chose, c'est le discours qu'il tient quand il est en mission. Et dans ce discours-là, il présente aux mutualistes une candidate qui serait donc sa candidate. Mais Et cette candidate-là, elle tient quel rôle? elle est la deuxième vice-présidente du conseil actuel. Donc déjà, elle est dans le conseil. Elle est dans le conseil d'administration. actuel Faut préciser. qui est au pouvoir. Voilà. Alors, on se souvient qu'en 2013 et en 2017, le ministère chargé des Affaires sociales avait organisé les élections de la MUJFC. C'est ça. Nous sommes en 2021 et des voix, dont la vôtre, demandent que la tutelle s'implique C'est cela. à nouveau dans ces élections. À quel moment la MUJFC prendra-t-elle son destin électoral en main? Mais
La MUGEFSI elle-même, par son dispositif, contraint l'État à s'impliquer. Créé en 1973 grâce à l'État par un décret de l'État du Côte d'Ivoire. Ensuite, en 2017, l'État a pris un autre décret pour créer le régime complémentaire obligatoire qui fait que les fonctionnaires ne peuvent pas sortir de la MUGEFSI. L'État est impliqué dans la MUGEFSI. La mutuelle a un statut, je dirais, hybride. Une partie mutuelle et puis une autre partie où l'État prend des textes réglementaires chaque fois. Donc, cette mutuelle-là, elle a été créée. L'État et les syndicats se sont organisés pour créer la mutuelle et l'État a toujours été présent dans les tournants décisifs de la vie de la mutuelle. Donc ici aussi, comme en 2013, parce qu'il faut rappeler qu'en 2012, à la suite d'une crise interne entre les mutualistes, l'État a suspendu les organes dirigeants et a mis en place un comité de gestion de 9 membres, issus tous du gouvernement, qui ont géré pendant 1 an la mutuelle. Une sorte de comité de normalisation. Tout à fait. Et qui a organisé les élections de 2013. C'est ce comité-là qui a écrit les textes actuels qui régulent les élections. Voilà. À vous croire, vous n'avez pas très confiance en l'organe qui organise les élections de la MUGEFSI? Non. Il n'y a pas d'organe préétabli. Il n'existe pas. Oui. En réalité, dans les textes, il est dit, et c'est une réalité, c'est sur proposition du conseil d'administration, l'Assemblée générale, n'est-ce pas, met en place un comité électoral. Donc en vrai, c'est au processus électoral que vous n'avez pas confiance? Non, le processus électoral, lui, n'a pas démarré. La seule chose, c'est qu'avant qu'il ne démarre, le conseil d'administration actuel, au lieu d'attendre que ce processus démarre, est déjà en campagne, est en mission, utilise les moyens de la mutuelle, fait campagne de façon insidieuse. C'est ça qui nous interpelle. Moi, ce que j'ai envie de vous poser comme question, c'est quand on part dans une élection contre un président sortant, c'est qu'on a un programme qui diffère du sien, c'est qu'on a des choses peut-être à revendiquer sur sa gestion. Qu'est-ce que vous reprochez au président actuel de cette mutuelle et qu'est-ce que vous pensez venir apporter en plus? Bon, je tiens à vous signaler que juste après votre passage, en tout cas, on va en profiter pour lancer l'invitation parce que juste après, le président aura, s'il a le temps, l'occasion d'être présent sur notre plateau pour également donner sa Qu'est-ce que vous part dénoncez dans sa gestion? Je voudrais dire que nous sommes à la fin d'un mandat. Donc, qu'on dénonce ou pas, il y a des élections et il faut changer les organes dirigeants. Donc, il y a des candidats et les élections auront lieu. Vous n'avez rien à dénoncer dans sa gestion? Si, j'arrive. La deuxième chose, c'est que les fonctionnaires qui sont les bénéficiaires de la mutuelle, qui sont à la fois propriétaires et en même temps bénéficiaires, se plaignent de la gestion et surtout, ils ont un ressenti qu'ils expriment. Ils n'arrivent plus à se soigner. Et ça, vous pouvez faire une petite enquête de... Vous exagérez un peu quand même. Non, je n'exagère pas. Ce que j'ai dit, c'est même très peu par rapport à ce qu'un fonctionnaire lambda vous dirait sur la réalité. Le conseil actuel a mis en place des réformes qui, n'est-ce pas, ont instauré un système qui fait que le fonctionnaire n'a plus accès facilement aux soins de santé. Par exemple, la création d'une carte dite intelligente qui aujourd'hui a créé 2 types de mutualistes. Les mutualistes, je dirais, chéris, qui ont la carte au départ et qui la payent à 10 000, ce qui est d'ailleurs contraire au principe. 10 000 annuels ou... Non, 10 000 tout le temps. 10 000 francs chaque 3 ans. Chaque 3 ans. Or, tout mutualiste qui ajoute de ses cotisations a droit à la carte de prestation. Les mutualistes de la MUGEFSI sont tous à jour de leur cotisation parce que l'État précompte automatiquement sur leur salaire. Donc, ils ont déjà une carte qui est utilisée depuis des lustres. Quand ce conseil est arrivé, il a mis en place une carte dite intelligente qu'il a vendue aux mutualistes. Et ceux qui n'ont pas voulu acheter cette carte ont gardé l'ancienne carte et du coup, des dispositifs ont été pris pour les empêcher de se soigner. Donc, on a créé 2 types de mutualistes et plus tard, ceux qui avaient la carte dite intelligente se croyaient donc les choisis. Mais quelque temps après, ils ont créé de nouveaux produits onéreux qui demandent que le fonctionnaire paye un peu plus. Et quand vous ne payez pas, la carte que vous aviez qui était présentée comme la panacée, on vous enlève les médicaments au fur et à mesure sur la carte. Quels sont ces produits, Quels sont ces produits onéreux qu'ils ont créés? Ivoire Pharma, Ivoire Prévoyance, etc., etc. Il y a 8 produits nouveaux qui ont été attention, M. Nénias a dit... non, juste ça, rapidement, vous allez voir, ça ne va pas durer. Non, attention, ne mélangeons pas tout. C'est ça, il y a les produits Ivoire et puis il y a la base de la MUGEFSI. C'est-à-dire que, et vous êtes d'accord avec moi, c'est-à-dire que moi je peux souscrire à la MUGEFSI de base parce que je suis fonctionnaire, c'est obligatoire, mais j'ai la possibilité de souscrire à la complémentaire Ivoire.
il ne faut pas qu'on mélange les deux. Non, je vous explique. Oui. Il ne Bon, s'agit pas de... j'étais surtout à signaler que votre présence sur ce plateau ne se justifie pas par le fait qu'il y a un procès à faire contre les instances dirigeantes. Non, ça, on est d'accord. Je veux bien que ce soit précisé déjà. Voilà. Non, je voudrais juste expliquer qu'il y a le produit Ivoire Santé. C'est ça. Qui est le produit complémentaire qui a été créé depuis 2002. Il ne s'agit pas de ce produit. Oui, mais c'est sa déclinaison qui vient avec Non. l'Ivoire. Il ne s'agit pas de ce produit. Ce produit-là prend en charge les fonctionnaires qui ont un peu plus de moyens, qui souhaitent aller en clinique, etc. Il y a le régime de base, qui est ce régime-là, qui est la base de notre solidarité, qui coûte 7 004 francs, n'est-ce pas, payé par le fonctionnaire le plus gradé. Ce régime-là, des nouveaux produits ont été créés parce qu'avec l'arrivée de la CEMU, avec la réduction des ressources, là où on attendait que le Conseil fasse des efforts internes pour maintenir ne serait-ce que le niveau de prise en charge des fonctionnaires, il a créé des produits sur le régime de base qu'on appelle Ivoire Pharma, Ivoire Prévoyance. C'est eux qui posent problème. Voilà, on est d'accord. Donc, pour ne pas faire le procès justement de ça, aujourd'hui, quel diagnostic véritable vous faites de la MUGEFSI? Parce que déjà, on sait que c'est beaucoup d'argent au niveau de la MUGEFSI. Tout à fait. Et pourtant, la situation est comme ça. Mais ce qui est paradoxal, c'est que pourquoi vous attendez d'être candidat pour commencer à nous parler de ça alors qu'on sait que vous êtes syndicaliste, vous préférez sans doute vous battre, en tout cas taper sur l'État, alors qu'il y a une organisation sur laquelle vous avez beaucoup plus d'emprise. Pourquoi depuis ces dernières années, vous ne parlez pas de ce sujet? Si vous suivez bien nos sorties, depuis 2017, depuis même 2011, la crise dont on parle qui a permis à l'État, qui a fait que l'État s'est impliqué, c'est nous qui étions, parce que nous dénoncions déjà la gestion de Hollanda Joseph, déjà en 2011. Nous avons continué ce combat, même quand l'État a pris, nous avons continué à dénoncer la gestion. Et lorsque la carte intelligente a été prise, la plateforme nationale a fait une déclaration. Il y a même eu un débat organisé par la RTI où nous avons dénoncé la mise en œuvre en 2018. Alors justement, déjà depuis longtemps, vous dénoncez, donc nous nous battons. Vous vous battez. Oui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que personne ne m'entend? Non, mais nous avons l'occasion. Qu'est-ce qui coince? Par rapport, non, nous avons, vous savez, vous pouvez dénoncer, vous battre, faire des propositions. C'est lui qui est au pouvoir. Vous attendez l'intervention de l'État? Non, il ne s'agit pas de ça. J'ai dit, nous avons là l'occasion, parce qu'il y a un moment de régulation. L'élection, son rôle, c'est de réguler les crises et aussi les ambitions. Donc nous avons l'occasion, si on n'a pas été entendu pendant tous ces 4 ans, nous avons l'occasion de proposer autre chose aux fonctionnaires pour que nous puissions changer les choses. Est-ce qu'il est vrai que les lois qui régissent les textes de la MUGEFSI autorisent ses dirigeants à prendre pour fonctionnement jusqu'à 20% du budget annuel? Oui, c'est cela. Notamment 8 milliards. Oui. Et ces 8 milliards-là, aujourd'hui, vous pensez qu'ils sont mal exploités? Non, ils sont même au-delà. Ils sont même au-delà. Non, mais attention à la question. Est-ce que la question veut dire, parce que si on parle des dirigeants, est-ce que la question veut dire juste que la MUGEFSI, pour son fonctionnement, budget de fonctionnement, plus de 8 milliards? Plus de 8 milliards. Ce n'est pas une question de dirigeants. Non, je vous assure, je vous explique. La MUGEFSI a un budget annuel de près de 31 milliards. C'est ça. Etc. Et le constat qui est fait, c'est qu'à partir de 2019, il y a eu l'entrée en vigueur de l'arrimage, avec une partie des ressources qui sont prises par la CEMU, avec des pathologies aussi. Et une autre partie est restée à la MUGEFSI. Le constat que nous faisons, c'est qu'au lieu que les charges de fonctionnement diminuent, parce que les ressources ont diminué, nous avons constaté, en faisant une simple comparaison, entre les charges de fonctionnement de 2017, c'est-à-dire avant arrimage, et les charges de fonctionnement de 2020, c'est-à-dire après arrimage, donc diminution des ressources, nous avons constaté un gap de près de 89,5%, c'est-à-dire un gap de près de 5 milliards entre les... Comment vous avez réussi à aboutir à cette Les documents sont disponibles. Je pense que le plus important, c'est ces 5 milliards, justement, ce gap-là. Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'on en fait? Non, ça, je ne sais pas. Moi, je dis que dès lors que les fonctionnaires se plaignent, qu'ils ne se soignent pas, nous, ce que nous proposons, c'est qu'au lieu d'utiliser, parce que quand vous prenez la ligne des charges de fonctionnement, il y a une ligne qu'on appelle les autres charges de fonctionnement. Et dans cette ligne, vous avez tout ce qui concerne le train de vie du conseil d'administration, des organes dirigeants. Et cette charge-là est passée de 1 milliard en 2017 à 3 milliards. Vous dénoncez la mauvaise gouvernance. Une gestion calamiteuse. Vous dénoncez la mauvaise gouvernance du conseil d'administration. C'est cela. Et c'est pourquoi nous proposons. Moi, justement, ça m'amène à poser la prochaine question, comme certains se la poseraient. Quels sont les véritables enjeux de cette élection, de la passion que ces élections-là déchaînent? Est-ce qu'on n'est pas derrière une histoire de gros sous? Parce que ce budget de fonctionnement-là, mon Dieu, il est important. Oui, mais la MUGEFSI a un rôle stratégique. Je vous parle de 31 milliards de budget annuel.
Est-ce que vous comprenez? C'est pas Donc, ça qui vous fait courir un tout petit non, peu? pas du tout. Pas du tout, mais je dis que cet argent n'est pas pour mettre dans la poche, c'est pour soigner les gens. Parce que les charges de prestations sont pratiquement tendues le mois. Parce qu'il faut payer 45 jours francs, n'est-ce pas, les prestataires. Donc, ce n'est pas de l'argent qui est, n'est-ce pas, accroché quelque part. Ce que je voudrais dire, c'est que la MUGFC a un rôle stratégique dans l'administration ivoirienne. Tous les 365 000 fonctionnaires, civils et militaires, de tout grade, du grade le plus bas au grade le plus élevé, retraités ou non, sont membres obligatoirement de cette mutuelle. Donc, si la MUGFC est malade, c'est l'administration qui est malade. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'enjeu, c'est de maintenir la santé des fonctionnaires par une gestion acceptable, je ne dirais pas, acceptable de cet instrument qui permet, n'est-ce pas, aux fonctionnaires d'État, les agents de l'État, n'est-ce pas, d'être dans les meilleures conditions. Juste une question pour vous relancer là-dessus. Le président sortant, c'est un ancien syndicaliste. Tout à fait. Vous aussi, vous en êtes un. Oui. Finalement, en termes de gouvernance, de gestion, se pose peut-être un problème d'organisation de la gouvernance. Est-ce que, finalement, on ne devrait pas avoir de vrais techniciens, des technocrates à la tête de la MUGFC plutôt que des syndicalistes qui, parfois, ne sont pas, on va dire, les meilleurs gestionnaires? Ce n'est pas juste. Depuis que la MUGFC a été cédée par l'État en 1989, parce que de 1973 à 1989, elle était gérée par l'État à travers la direction de la fonction publique. En 1989, l'État a cédé la mutuelle aux syndicats. Ce sont les syndicats qui ont créé cette belle dame qu'on appelle MUGFC à travers l'UGTCI, la FESACI et Adiko Nyamke qui a créé cette mutuelle-là. Mais depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, elle a été dirigée par les syndicalistes. Le premier PCA était un syndicaliste du SNEPSI, le deuxième un syndicaliste, etc. Et c'est eux qui ont donné. Ce n'est pas le statut des syndicalistes qui pose problème. Mais cette belle dame-là, elle a eu beaucoup de problèmes aussi. Oui, mais je veux dire, ce n'est pas la qualité des syndicalistes qui pose problème. C'est la vision des hommes. Mais peut-être que ces syndicalistes auraient dû être une force de contrôle plutôt qu'une force de gestion. Peut-être vaut mieux laisser les gestionnaires à la tête. Et puis eux, dans leur rôle de contrôle, permettraient de mieux guider les choses. Non, le conseil d'administration est un organe politique. La gestion au main des gestionnaires. La direction exécutive ou générale est au main des gestionnaires. Le directeur exécutif actuel n'est pas un syndicaliste. C'est son rôle à lui de faire le rôle de technicien. Le conseil a un rôle d'orientation, de politique. Donc ce n'est pas le conseil qui gère au quotidien. Très bien. Merci monsieur Zadi Nyanya. Vous restez avec nous. On parlait tout à l'heure d'arrimage. C'est vrai que c'est un terme qu'on entend régulièrement. Mais pour nos téléspectateurs, un petit moment de pédagogie pour en parler. C'est simple. En 2014, l'État de Côte d'Ivoire a pris une nouvelle loi pour instaurer ce qu'on appelle la couverture maladie universelle. Ça s'appelait AMU, ensuite couverture maladie universelle. Et l'instauration de cette loi indique clairement que désormais en Côte d'Ivoire, il n'y a qu'une seule structure de prévoyance sociale de prise en charge santé obligatoire. Et c'est l'AMU, c'est la CEMU. Très bien. Vous comprenez? C'est ça la base. Mais à côté de cela, depuis 1973, il existe une mutuelle qui, elle, est obligatoire. Donc elle tombe du coup sous le coup de la loi. On est d'accord. Si une disposition n'est pas prise pour lui trouver un attelage, c'est cet attelage qu'on a appelé l'arrimage. Il a fallu donc trouver un attelage pour que la MUGFC continue d'être obligatoire. En 2017, donc, un décret est pris pour créer ce qu'on appelle le régime complémentaire obligatoire qui, lui, est rattaché au régime général obligatoire qu'est la CEMU. C'est ça, l'arrimage. En quoi est-ce que ça contrarie le fonctionnement de la MUGFC? En quoi ça contrarie les prestations de santé? Ça a contrarié parce qu'une partie des ressources, environ 52%, même si l'État après reverse environ 500 millions de part patronale à la MUGFC pour essayer de l'accompagner, une partie des ressources, n'est-ce pas, ont été reversées, puisque dès l'entrée en vigueur de la CEMU, c'est la CEMU qui désormais est propriétaire des cotisations de tous les Ivoiriens en matière de santé. Est-ce que vous comprenez? On est d'accord. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, comme nous cotisions à la MUGFC et que les gens n'ont pas voulu instaurer une double cotisation, il a donc été décidé de partager la cotisation du fonctionnaire en deux. Très bien. Une partie à la CEMU, une autre partie à la MUGFC. Et une partie est partie, donc forcément ça réduit les charges, ça réduit, et du coup, etc. c'est ce qui est problématique aujourd'hui parce qu'on se retrouve avec deux cotisations, voilà, deux cartes. une cotisation divisée en deux. Et avec la CEMU qui, elle, est dans une période transitoire. Et vous vous souvenez ici, quand vous m'aviez reçu, j'avais fait une proposition à l'État pour essayer d'apporter une sorte de bémol, apporter, n'est-ce pas, aider l'État à avancer sur cette affaire. J'avais proposé qu'on crée un ministère de la Santé et de la couverture maladie universelle. Ce qui a été fait. Ce qui a été fait. Ouais. C'est un début pour permettre à la CEMU de jouer son rôle. Parce que si la CEMU réussit à jouer son rôle, c'est une bonne chose pour tous les Ivoiriens. Parce que la CEMU a pour finalité de prendre en charge l'ensemble des Ivoiriens, des populations les plus reculées qui
permettre, n'est-ce pas, de se soigner à bas coût. Pendant la pub, là, je pensais à une de vos interventions tout à l'heure, vous disiez que le conseil d'administration donnait l'orientation générale. C'est ça. Et puis il y avait donc un conseil, une direction exécutive qui, n'est-ce pas... Alors justement, je me suis dit, mais à quel moment vous dénoncez la gestion du conseil d'administration actuel? Parce que je suppose que c'est simple. Il fonctionne de la même façon. Oui, non, la direction exécutive n'est pas élue. L'organe élu qui représente les mutualistes, c'est le conseil d'administration, qui lui et nomme une direction exécutive pour exécuter les tâches. C'est comme un président et un premier ministre. C'est la même chose. Donc la responsabilité de ce que fait le directeur incombe au conseil d'administration. Donc pour dire que si vous êtes là, c'est vous qui allez nommer vos éléments, c'est bien sûr, c'est le conseil qui nommera le directeur exécutif selon la vision que nous avons. Parce que nous avons une vision, nous avons un programme, nous avons les ordres. Justement, cette vision, on aimerait bien la connaître. C'est ça. Quels sont les grands changements que vous entendez, vous, opérer pour que la MUJFC se porte mieux? C'est cela. La première chose, c'est que les fonctionnaires ont perdu confiance. Et ça, en tant que fonctionnaire, vous le savez bien, ont perdu confiance dans leurs dirigeants. Et la MUJFC ne s'intéresse même plus beaucoup, la carte ne l'utilise pas. Mais le problème, c'est que pour eux, on y va pour s'enrichir. Donc la première chose que nous allons faire, il s'agit de moraliser la gestion de la mutuelle. Et cette moralisation-là, pour nous, c'est déjà de faire en sorte que les dirigeants nouveaux déclarent leurs biens. Parce qu'on note qu'il y a toujours un gap, déclarent leurs biens. Pour nous, nous déclarons les biens. Tous les organes élus devront déclarer leurs biens à l'entrée et à la sortie pour qu'on voit le gap entre ce qui est formel, ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Première chose. Deuxième chose, pour nous, les émoluments des organes dirigeants devront être déterminés en Assemblée générale. C'est-à-dire qu'il y ait l'émanation du mutualiste pour que ce soit eux qui disent au président, voilà ce qu'on te donne, etc., que ce soit clairement indiqué. Or, aujourd'hui, l'Assemblée générale ne sait même pas ce que touche le PCA, où est les administrateurs et tous les autres organes dirigeants. Et comme je l'ai dit, avec les autres charges de fonctionnement, on peut tout fourrer dans cette ligne-là et en avant pour la gabégie. Vous êtes en train de confirmer qu'on n'a rien d'officiel au niveau des... Il n'y a rien d'officiel parce que ça ne passe pas en Assemblée générale, c'est déterminé par les administrateurs eux-mêmes. Nous allons instaurer la transparence. Donc la première chose, c'est donc moraliser. La deuxième chose, redynamiser le régime de base, qui est l'élément central de notre solidarité. Le régime de base aujourd'hui, qui avait 3600 médicaments remboursables, a été réduit à 1800 médicaments remboursables et on en a extirpé les maladies courantes comme les palus, la grippe et autres, qui font que les fonctionnaires rencontrent le plus souvent. Et aujourd'hui, la MUJFC ne les prend plus. Nous pensons que nous allons réinstaurer ces médicaments et faire bouger le régime de base jusqu'à ce qu'il atteigne 4000 médicaments remboursables sans cotisation supplémentaire. Comment nous allons faire? Je l'ai dit tout à l'heure, quand nous regardons les charges de fonctionnement, et il y a 3 éléments qui nous ont intéressés, 3 lignes. Il y a les autres charges de fonctionnement, les charges de personnel et les accessoirs, autres accessoires qui sont dans n'est-ce pas, les lignes de ce budget. Nous avons noté qu'en faisant des efforts, en faisant la comparaison en 2017, où il n'y avait pas la CEMU, et 2020, nous avons vu des écarts qui nous permettent de dégager des économies de près de 5%. Une chose est sûre, est-ce que vous comptez faire un audit? juste avant que vous terminiez, Madame Bleu. Oui. Madame Bleu, s'il vous plaît, juste avant. C'est rapide. C'est la première chose. Un audit? Un audit, c'est la première chose. Ça, c'est la première chose. On ne peut pas venir s'asseoir sans avoir vu ce qui a été fait. Donc, nous ferons un audit, bien entendu, et nous verrons quelle suite donner à cet audit-là, s'il y a eu des malversations graves. Très bien. Okay. En tout cas, je peux, au regard des questions de mes amis sur ce plateau-là, on sera bien obligé de dire déjà que la campagne n'est pas ouverte, parce qu'on ne vous interroge pas en tant que candidat. Voilà, j'imagine bien le commentaire des autres pour dire, bon, les autres peuvent aller se présenter ailleurs, mais vous êtes sur le plateau. Mais on aimerait bien avoir, donc... comment ça fonctionne même sur les touristes, comme le PCA sortant et les autres candidats sur ce plateau-là. C'est totalement ouvert. Je m'apprête à le dire, Madame Bleu, merci beaucoup. Je m'apprête à le dire, l'invitation est ouverte. J'ai une question relative à l'actualité par rapport à la pandémie Covid-19. C'est cela. Comment est-ce que ça fonctionnait au niveau des fonctionnaires? C'est plutôt bien au niveau de la MUJFC? Oui, la MUJFC a joué juste un rôle de distribution des masques. Oui. Je veux dire, ça n'a pas trop... Voilà, vous savez, donc on n'a pas eu des statistiques de fonctionnaires qui auraient été contaminés, etc. C'est l'État qui a pris en charge, n'est-ce pas, cet aspect des choses. En une minute, M. Zadi Nyanya, pour terminer cette émission, pourquoi vous pensez que vous êtes l'homme de la situation? Oh, mais j'ai un parcours syndical de 25 ans. J'ai 29 ans d'activité professionnelle moi-même. Donc, au niveau professionnel, j'ai 29 ans. Je suis aujourd'hui inspecteur
principal pédagogique, grade A5. Ensuite, au plan de la mutualité, j'ai 20 ans de mutualité. J'ai été dans des assemblées générales, dans des conseils d'administration des mutuelles, etc. etc. Au niveau syndical, vous l'avez dit, j'ai 25 ans de syndicalisme. Et donc, je suis un leader de la société et mon action a été toujours une action sociale. Je me suis toujours battu pour la justice sociale. Et pourtant, vous avez créé une autre mutuelle ou une complémentaire. C'est ça qui peut aussi poser... Est-ce que ça... Enfin, ça ne pose aucun problème. Est-ce que ça pose problème? Ça ne pose aucun problème. Les textes n'interdisent pas. Ouais. Tant que il y a des champs, parce que la mutuelle dont vous parlez est une mutuelle qui n'est pas que pour les fonctionnaires, elle est ouverte à tous les Ivoiriens qui ont besoin de se soigner d'une prise en charge un peu moderne et relevée. Donc, cette mutuelle n'a rien à voir, elle ne gêne pas du tout. Mais mieux, lorsque nous serons élus, nous allons démissionner du poste du conseil d'administration de cette mutuelle pour nous consacrer entièrement à la MUGEPSI. Très bien, les élections c'est pour le mois de septembre. Et en attendant, on aura certainement l'occasion d'avoir vos camarades sur ce plateau, en tout cas pour ceux qui veulent bien être présents sur ce plateau-là, car on l'a dit, ici s'expriment les diversités. Merci, nous avons été très heureux d'être en votre compagnie. Merci M. Zadignania Théodore. Merci Mme Bleu, M. Bois, M. Kouachi. Toutes les équipes techniques et éditoriales se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de soirée sur Live TV. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain sur ce même plateau. Merci. Cha 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 cha